Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 21 h à Paris. À la une d'actualité, à Rouen, la liste des produits entreposés qui ont brûlé a été dévoilée cet après-midi par le préfet de Normandie. Il n'y a pas de risque avéré lié à l'amiante dans les premières analyses. Mais 160 fûts sont dans un état délicat et restent à évacuer de l'usine. Plus de 5000 tonnes de produits ont été détruits dans l'incendie. Une quarantaine de plaintes sont maintenant transmises au parquet de Paris. Les propos rassurants du gouvernement ne suffisent pas aux Rouennais qui manifestent en ce moment même devant la préfecture. On en parle avec mon invité. Il s'appelle Patrick Lagadec. Bonsoir, et auteur de Le temps de l'intervention femmes et hommes d'État aux prises avec les crises et ruptures en univers chaotique. Un nouveau procès s'annonce pour Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation confirme son renvoi en correctionnel pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, révélées par l'affaire Big Malion. Enfin, à Hong Kong, la police a pour la première fois tiré à balles réelles et grièvement blessé un manifestant pro-démocratie. Londres dénonce un recours aux tirs disproportionnés. Au même moment, à Pékin, lors des célébrations du 70e anniversaire du régime communiste, les Chinois ont dévoilé de nouveaux armements, symboles de puissance. Direction Rouen, où la liste des produits entreposés qui ont brûlé a été dévoilée cet après-midi par le préfet de Normandie. Il n'y a pas de risque avéré lié à l'amiante dans les premières analyses, mais 160 fûts sont dans un état délicat et restent à évacuer de l'usine. Les propos rassurants du gouvernement ne suffisent pas aux syndicats, aux associations, aux écologistes ou encore aux Rouennais qui demandent la vérité. James André à Rouen. Toutes les personnes à qui j'ai pu parler dans cette manifestation n'ont pas été effectivement rassurées par les propos du préfet. Il faut savoir qu'ici, il y a réellement plusieurs milliers de personnes. Il y a énormément de monde devant la préfecture de Rouen. Alors effectivement, il y a les associations, il y a les syndicats, mais il y a énormément de Rouennais, tout simplement des gens de la population qui sont venus dire leur mécontentement. Parce qu'il faut vous le dire, je suis ici, cela fait 5 jours que l'incendie s'est donc déclaré et il y a une très forte odeur, une odeur qui prend à la gorge. On parlait tout à l'heure à une habitante qui nous disait qu'elle a dû quitter son appartement parce que tout simplement l'odeur était insupportable, qu'elle avait eu des nausées, des vomissements, qu'elle n'avait pas pu rester chez elle et que pour l'instant, ce qu'elle nous a dit, elle nous a dit voilà, on nous dit que les niveaux de pollution sont normaux, ce n'est pas normal que ça sente comme ça et que je me sente comme ça chez moi. Donc effectivement, une population de Rouen qui est extrêmement inquiète et qui veut des réponses parce que ce qu'on pointe ici du doigt, c'est que certes l'amiante c'est un polluant extrêmement dangereux, mais qu'il y en a d'autres. La population pointe notamment le fait que quels sont les risques sanitaires à long terme, notamment concernant les métaux lourds ou d'autres composés chimiques qui évidemment se sont élevés dans l'atmosphère à l'occasion de cet incendie. Ce n'est pas évident. Et puis des gens également qui commencent à dire qu'il va falloir un dédommagement financier pour les dommages économiques subis. Une dame tout à l'heure me disait qu'elle a une chambre d'hôte, qu'elle a eu toute une volée d'annulations et qu'elle a donc perdu beaucoup d'argent et que son mari, qui avait loué du matériel pour un événement ici à Rouen, a dû annuler. Là aussi, des pertes économiques importantes pour la population. Bien sûr, beaucoup d'entreprises sont fermées. L'économie de Rouen tourne au ralenti. Beaucoup de sociétés ont dû s'arrêter. Et la question que beaucoup de gens se posent ici, c'est qui va payer la note ? On en parle avec notre invité Patrick Lagadec. Il est auteur de Le temps de l'invention, femmes et hommes d'État aux prises avec les crises et ruptures en univers chaotique aux éditions Préventique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous parlez de chaos dans votre livre. On a un peu envie de parler de chaos en ce qui concerne justement cette affaire. Pourquoi le gouvernement, d'abord, n'a-t-il pas communiqué avant, à votre avis ? Est-ce qu'il ne commet pas des vraies erreurs de communication dans cette affaire ? Je relisais en venant le témoignage de Gilbert Carrère, qui était préfet du Rhône en 86, 87, lorsqu'il y a eu grand incendie pour Edo Aéreo. Et on voyait une capacité de piloter cette crise qu'il avait sur le dos totalement différente. Et je crois qu'on a perdu en compétences depuis même ce temps-là. Ils sont incompétents, c'est ce que vous dites ? Je pense qu'on sait traiter un accident spécifique et on fait un plan rouge autour et on a un certain nombre de blessés, on sait traiter les hôpitaux. Mais là, on est sur un terrain totalement ouvert qui a d'autant plus surpris. Il y a déjà eu des incendies dans des usines chimiques. Enfin, ce n'est pas la toute première fois que ça arrive. Oui, mais quel entraînement, de quand datait le dernier exercice à Rouen sur quelque chose d'un peu compliqué ? Qu'est-ce qu'on a mis comme, dans cet exercice comme grande surprise qu'il faudrait traiter ? Autant de questions qui se posent.
Par exemple, quand on n'arrive pas à clarifier les analyses, comment on fait? Est-ce que Gilbert Carrère disait « J'ai mis les experts directement en face de la presse pour leur expliquer ce qu'il y avait. » Et moi, j'ai regardé le pilotage de ces analyses en disant « Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne pourrez pas savoir? Quelles sont les difficultés ?» Et je restais en recul et je travaillais là-dessus. C'est ce que demandent justement les habitants de Rouen, c'est plus de transparence. Or là, Édouard Philippe, effectivement, est allé sur place hier. Il a dit que les odeurs n'étaient pas nocives. Le préfet, aujourd'hui, dont dit qu'il n'y a pas de risque lié à l'amiante, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres risques, j'imagine. Je pense que, l'urgence, là, maintenant, ce serait de renforcer l'équipe préfectorale sur le terrain pour ne pas les laisser en burn-out vis-à-vis d'une situation mais qui dépasse complètement. Enfin, là, on est parti sur des choses extrêmement compliquées, mais là, beaucoup de dimensions. En plus, à peu près, un peu moins d'une semaine, 5 jours. Écoutez, quand j'ai fait ce livre sur le terrain chaotique, c'est juste pour montrer que on est plongé dans des univers de très très haute complexité et que nous n'avons pas en face de cela l'intelligence et la capacité opérationnelle de traiter à ce niveau de complexité. Donc là, il y a un rattrapage. Mais pour le moment, immédiatement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des mesures immédiates à prendre. Aider les personnes qui sont sur le terrain pour expliquer ce qu'ils font, aider le ministère de l'Intérieur pour qu'il puisse expliquer aux journalistes et aux autres la difficulté de ce pilotage et qu'est-ce qu'ils font, aller sur le terrain, voir directement les personnes qui sont inquiètes pour leur santé, non pas, on ne pourra rien leur promettre pour le long terme, mais pour l'immédiat, prendre en charge quelque chose, montrer que l'on est en proximité et que l'on admet qu'il y a énormément d'incertitudes, qu'il restera des incertitudes et qu'on pilote ces incertitudes. Et ça, c'est ce message de confiance qu'il faut donner. Sinon, vous effondrez la confiance. Il y a une énorme défiance de la part de la population aujourd'hui, à l'égard en tout cas du gouvernement. Absolument. Donc on a une défiance générale avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Et comme le décollage de cette affaire a été vraiment très, très, très inférieur à ce qu'il aurait fallu faire, là, le terrain est explosif. Terrain explosif. La société Lubrizol a porté plainte pour destruction involontaire. Elle a évoqué un départ de feu extérieur à l'usine. En faisant cela, est-ce qu'elle se défait de toute responsabilité? Mais non, parce que si on stocke autant de produits dans un Seveso 1, probablement que s'il se passe quelque chose de l'autre côté du grillage, on est protégé vis-à-vis de ça. Ou alors, ce n'est pas la peine de faire une étude de danger. Donc, se dire il y a eu quelque chose à l'extérieur, certes, prenons-le en compte, donnons-en les preuves. Mais même, ça ne résout pas le fait que, à ce moment-là, peut-être que l'étude de sécurité n'était pas suffisante. Il y a 40 plaintes, une quarantaine de plaintes. Oui. C'est le parquet de Paris qui récupère l'enquête. Le principe du pollueur-payeur, qui a priori devrait être assez simple, est-ce qu'il pourrait s'appliquer? Si je vois, en théorie, ça devrait s'appliquer immédiatement. Mais là, on a comme une absence de l'exploitant qui finit par dire c'est pas moi, c'est devenu l'extérieur. Donc on est vraiment 40 ans en arrière. Est-ce qu'il faudrait que l'État soit plus présent d'une manière générale? C'est ce qu'a l'air de demander la population, en tout cas. Là, on est obligé de se dire, attendez, on pilote comment? Est-ce qu'on a vraiment perdu en compétences en termes de contrôle? Est-ce qu'on a perdu en compétences? Là, je suis absolument clair. Oui, en matière de pilotage des situations qui sortent des cadres habituels. Donc, il y a vraiment un rattrapage immédiat. Alors, global. Il n'est pas trop tard pour rattraper. Il faut tout faire pour rattraper immédiatement en appuyant les gens qui sont au front, en allant voir ces populations, en ouvrant les questions, en demandant aux experts de s'adresser directement sans être un filtre. Il faut mettre les experts en avant, en tout cas, sur votre thèse. Clarifions les incertitudes et disons clairement ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Merci beaucoup, Patrick Lagadec, d'avoir été avec nous, auteur de Le temps de l'invention, femmes et hommes d'État aux prises avec les crises et ruptures en univers chaotique. Et c'est aux éditions Préventique. Merci d'avoir été avec nous. Dans le reste de l'actualité, à Hong Kong, la violence est montée d'un cran. La police a pour la première fois tiré à balles réelles et blessé grièvement un manifestant pro-démocratie. Plusieurs dizaines de milliers de Hongkongais étaient réunis. Malgré l'interdiction de manifester, le chef de la diplomatie britannique dénonce une réponse disproportionnée. David Gilbert. Entouré par les secours et la police, ce manifestant vient d'être atteint par un tir à balles réelles. Premier blessé par balle du mouvement de contestation qui touche Hong Kong depuis le début de l'été. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Il s'agit d'un lycéen touché à bout portant à la poitrine par le tir d'un policier à Tsuen Wan, un quartier hongkongais situé sur le continent. Non loin de là, un peu plus tôt, a lieu une véritable bataille rangée. Face à la détermination des manifestants pro-démocratie, les policiers doivent battre en retraite. Mais lorsque les forces de l'ordre tombent sur un contestataire isolé, elles l'interpellent sans ménagement. Face à face tendu également à Kowloon, où des barricades sont dressées.
De l'autre côté de la baie, sur l'île de Hong Kong, certains se sont donné rendez-vous devant le consulat britannique et brandissent des drapeaux du Royaume-Uni qui flottaient sur le territoire jusqu'en 1997. Je voyage avec le passeport britannique. J'écris britannique sur les documents administratifs. Je me considère britannique. Une provocation envers Pékin en ce jour anniversaire de la naissance de la République populaire chinoise. Un jour du chagrin pour les manifestants, dont la majorité défile dans le centre-ville, une marée humaine habillée en noir. C'est un jour noir pour nous, car beaucoup de personnes ont été blessées ces 4 derniers mois. Les manifestants s'en prennent au symbole du régime chinois, comme ce portrait du président Xi Jinping recouvert d'œufs et de faux billets de banque. Le défilé est finalement barré par la police et la situation dégénère comme ailleurs dans le territoire autonome. Canon à eau, grenades lacrymogènes contre cocktails Molotov, arrestations musclées, une répression approuvée par les Hongkongais favorables à Pékin. Quelques-uns se sont réunis en début de journée. Même si c'est dangereux, la police doit protéger Hong Kong. J'aime Hong Kong et j'aime la Chine. Au même moment, les membres de l'exécutif hongkongais étaient eux aussi réunis pour célébrer le 70e anniversaire du régime communiste. Une cérémonie organisée à huis clos. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, était elle à Pékin pour assister au défilé militaire, loin du tumulte de Hong Kong. En France, un nouveau procès s'annonce pour Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation confirme son renvoi en correctionnel pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, révélée par l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy est également mis en cause dans d'autres affaires. On fait le point avec David Gilbert. La date de son procès pour financement illégal de campagne électorale n'est pas encore fixée. Mais avant de se présenter au tribunal correctionnel pour cette affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy sera d'abord jugé dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président doit répondre des accusations de corruption et de trafic d'influence, une première sous la Ve République. Tous ces recours ont également été rejetés par la Cour de cassation en juin dernier dans ce dossier pour lequel Nicolas Sarkozy a été mis en examen en 2014. À l'époque, des écoutes téléphoniques d'une ligne ouverte par l'ex-chef d'État sous le pseudonyme Paul Bismuth mettent la puce à l'oreille des juges d'instruction. Ils le soupçonnent d'avoir tenté, via son avocat Thierry Herzog, d'obtenir auprès d'un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, des informations sur une procédure en marge de l'affaire Bettencourt. Ceci en échange d'un coup de pouce pour un poste prestigieux à Monaco. Thierry Herzog et Gilbert Azibert seront pour ces faits jugés pour violation du secret professionnel. Les écoutes téléphoniques en question avaient été diligentées dans une autre enquête pour laquelle Nicolas Sarkozy est aussi mis en examen. C'est l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Suite à des révélations de Mediapart, les enquêteurs soupçonnent l'ex-président de la République d'avoir reçu de l'argent provenant de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi. Selon l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, ce sont 5 millions d'euros qui ont été transmis en main propre à Nicolas Sarkozy et son bras droit Claude Guéant. Le parquet vient de valider l'enquête et la demande d'annulation formulée par ses avocats sera examinée le 17 octobre par la Cour d'appel de Paris. Nicolas Sarkozy peut toujours se consoler de sa non-implication dans le procès de l'affaire Karachi, pour laquelle il a été cité comme témoin. L'ancien Premier ministre Édouard Balladur et son ministre de la Défense de l'époque François Léotard sont eux renvoyés devant la Cour de justice de la République pour complicité d'abus de biens sociaux. Au cœur du dossier, des rétrocommissions sur des ventes d'armes au Pakistan dans les années 90. D'anciens proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre du Budget, seront jugés pour les mêmes faits. Dans les actualités, en Finlande, un homme a tué une personne et en a blessé 9 autres à l'arme blanche dans un lycée professionnel à Kuopio, dans le centre-est du pays. L'assaillant a fait éruption dans la matinée dans l'une des classes de l'Institut de formation professionnelle de Savo, muni d'un sabre. En tout cas, c'est ce que disent les médias locaux. Il a été arrêté. En Tunisie, la Cour d'appel de Tunis rejette une nouvelle demande de libération de Nabil Karoui. L'homme d'affaires est arrivé, vous le savez, deuxième au premier tour de l'élection présidentielle. Il est le rival de l'universitaire sans parti Kais Saïd, hissé en tête. Le second tour devrait avoir lieu, quoi qu'il arrive, le 13 octobre. Lilia Blaise à Tunis.
après de longues délibérations qui ont duré toute la journée, avec 3 juges et plusieurs avocats de Nabil Karoui, le juge a rendu sa décision. En fait, il a confirmé la décision du juge d'instruction qui remonte au 3 septembre de refuser la demande de libération de Nabil Karoui. Alors cela pourrait créer un précédent, puisque Nabil Karoui et ses avocats ont dit depuis aujourd'hui qu'ils intenteraient un recours au préalable, certainement dès demain, si le candidat n'était pas libéré, un recours préalable pour suspendre les délais des élections, car ils estiment que le processus peut être invalide, étant donné que Nabil Karoui est en prison et qu'il n'a pas pu faire campagne comme son opposant. Et puis du côté de l'ISI, il y a eu aussi cette déclaration faite sur la chaîne France 24, sur notre chaîne. Il y a eu cette déclaration comme quoi le processus pourrait être invalidé également à cause de cette inégalité des chances dans la campagne électorale. Aux États-Unis, c'est le bras de fer entre Donald Trump et les démocrates du Congrès en pleine procédure de destitution. Mike Pompeo accuse ses adversaires de tentative d'intimider les diplomates qu'ils veulent interroger. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme n'avoir jamais rencontré ou parlé à Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump. Axel Simon. La formule de Donald Trump au Premier ministre australien est traditionnelle et diplomatique. Mais elle a un écho tout particulier alors que le New York Times vient de sortir de nouvelles révélations justement sur cette relation entre la Maison-Blanche et Canberra. Le quotidien rapporte que le président américain a sollicité l'aide du Premier ministre australien pour l'aider à rassembler des informations afin de discréditer l'enquête du procureur Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Les liens entre les deux pays dans cette affaire en particulier sont, d'après les médias américains, liés à des contacts pris entre diplomates. Côté australien, on assure vouloir coopérer pleinement avec les autorités américaines. Nous avons fait une déclaration très claire. Nous sommes disposés et prêts à aider en vue de faire toute la lumière sur ce dossier en cours. Mais problème pour la Maison-Blanche, les révélations ne s'arrêtent pas là. Concernant le dossier ukrainien de l'appel téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le chef de la diplomatie Mike Pompeo avait nié jusque-là avoir été au courant de la conversation entre les deux chefs d'État. Les médias américains viennent de révéler que Mike Pompeo faisait partie des personnes ayant écouté l'appel. Autre révélation, d'après le Washington Post, le procureur général des États-Unis, William Barr, aurait lui aussi demandé à d'autres autorités étrangères des informations susceptibles de compromettre le travail des agences de renseignement américaines. Il se serait rendu en Italie ou à Londres en ce sens. Un poste frontière crucial pour le commerce entre l'Irak et la Syrie a rouvert. Il était tombé aux mains du groupe État islamique pendant 3 ans. Des premiers camions de marchandises ont pu donc transiter par Al-Qaïm, appelé Boukamal, côté syrien. Caroline Grandjean. Franchir la ligne et la couper, un geste fort d'amitié entre Bagdad et Damas. Le ministre de l'Intérieur syrien traverse la frontière côté irakien. Poignée de main et accolade entre les soldats des deux pays marquent le coup. C'est la première fois depuis 5 ans que cette voie terrestre est opérationnelle. Nous déclarons aujourd'hui la réouverture du poste frontière Boukamal Al-Qaïm. C'est le résultat de la victoire des deux peuples contre les groupes terroristes armés, quels qu'ils soient, notamment l'organisation État islamique. Au croisement des routes de Bagdad et Damas, l'ancienne plateforme commerciale qui relie les villes d'Al-Qaïm en Irak et Boukamal en Syrie ferme en 2012. 2 ans plus tard, elle tombe aux mains de l'organisation État islamique. Le califat réussit alors à s'emparer de près d'1 tiers du territoire irakien et de larges pans de la Syrie. En 2017, les 2 villes sont libérées. Longuement attendue, la réouverture de ce point stratégique est une avancée diplomatique, mais aussi une aubaine commerciale. L'ouverture de la frontière est très importante pour augmenter le volume des échanges économiques entre les deux pays. Elle va avoir un rôle très important pour dynamiser le commerce. Officiellement placé sous l'autorité des gouvernements syriens et irakiens, le poste frontière se situe en réalité au cœur d'une zone d'influence iranienne. Soumis à de fortes sanctions économiques américaines, l'Iran voit donc d'un très bon œil cette opportunité d'écouler ses marchandises plus facilement en Irak et dans toute la région. La République islamique semble avoir atteint son objectif, rétablir une continuité géographique sous son contrôle entre Téhéran et la Méditerranée.